Après les relations entre territoires et la question des institutions, il y a un autre grand lieu de la violence, et c'est pas peu dire, l'économie, et en particulier la valorisation croissantiste du travail. Est-ce qu'on travaille encore dans une société post-croissance? Alors là, on est typiquement dans une question où la décroissance doit refaire tout un travail de réélaboration conceptuelle. Tout dépend de ce qu'on entend par travail. Qu'est-ce qu'il faut entendre par travail? Et moi, je suis par exemple partisan, en tout cas, si ce n'est du revenu inconditionnel, en tout cas du débat sur le revenu inconditionnel. Et je me suis quand même aperçu que bien souvent, les dialogues de sourds naissent du fait qu'on ne sait pas très bien ce que l'on entend par travail. Alors, le problème, c'est que dès que l'on commence un travail de conceptualisation par travail, du mot travail, en face, on va dire, ben moi, j'ai pas la même définition. Pas facile, parce que chacun va rester campé sur ses définitions et on va pas s'entendre. Ou alors, on va dire travail 1 pour quand je dis moi et l'autre travail 2, mais en fait, on va juste organiser le dialogue de sourds. Donc, je vais quand même essayer d'éviter cet écueil en essayant quand même de faire un petit travail conceptuel de ce qu'ils entendent par travail. Et pour éviter que ce soit moi qui impose comment dire, mes préjugés, en quelque sorte, en faveur de la décroissance, je vais me contenter de m'interroger sur les réponses habituelles quand on demande, par exemple, à un lycéen de 18 ans qui va passer le bac, mais tu vas passer le bac pour avoir un diplôme, ce diplôme va permettre de travailler, et pourquoi tu vas travailler? Pourquoi tu veux travailler? Pourquoi tu veux travailler? Et on s'aperçoit que, au fond, il y a deux grandes réponses. Il y a deux grandes réponses. La plupart disent je veux travailler pour gagner de l'argent. Donc, pour le dire bêtement, ils travaillent pour le salaire. Il y a une autre réponse qui dit bah non, moi, je veux travailler parce que j'ai envie d'accomplir telle activité. Je me rappelle quelqu'un qui me disait moi, j'ai envie de faire des gâteaux. Elle avait envie de faire des gâteaux. Formidable. Et donc, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a deux réponses possibles. Ah, pourquoi travailler? Le salaire, le choix. Je valide ces deux réponses et j'essaie de les combiner. Je peux travailler pour le salaire, maintenant je m'aperçois immédiatement qu'il y a des gens qui travaillent sans salaire. Par exemple les bénévoles, mais est-ce qu'ils travaillent? Les esclaves n'ont pas de salaire. Est-ce qu'ils travaillent? Et puis, je m'aperçois aussi que si je regarde l'autre critère, le choix, il y a des gens qui ne choisissent pas de travailler. La prostituée, est-ce qu'elle travaille? L'esclave, est-ce qu'il travaille? Est-ce que ce sont des choix? D'autres, au contraire, leur choix, leur travail est un choix. On s'aperçoit à ce moment-là que si on prend ces deux critères, du salaire, de l'argent et du choix, on peut faire une sorte, c'est un peu compliqué, de tableau à double entrée et qu'on va rentrer dans une grande famille qu'on va appeler l'activité. Une activité peut être choisie ou non choisie, elle peut être volontaire ou contrainte. Une activité peut être rémunérée ou non rémunérée, elle peut être gratuite. À ce moment-là, on s'aperçoit, c'est un peu pas trop abstrait je pense jusqu'à maintenant, qu'il y a quatre possibilités. Une activité peut être gratuite, choisie, gratuite, contrainte, rémunérée, choisie, rémunérée, contrainte. Eh ben, essayons de donner des mots, des noms, de baptiser chacune de ces activités. Une activité peut être choisie, alors je ne sais plus comment je l'avais dit tout à l'heure, on va dire choisie, non rémunérée. C'est une activité que j'accomplis par moi-même, avec satisfaction, mais elle ne me fournit aucun revenu. C'est le bénévolat. Une activité, ensuite, peut être choisie, mais je reçois une contrepartie salariale, un revenu. Comment on va appeler ça? C'est à peu près ce que j'ai fait moi toute ma vie. J'ai eu la chance d'accomplir une activité pour laquelle tous les mois j'avais une rémunération et je suis allé tous les jours, à chaque fois que j'ai été m'activer, avec satisfaction et plaisir. J'avais un métier. C'est le métier. Passons maintenant, donc, dans les activités choisies, rémunérer le métier, non rémunéré, le bénévolat. Les activités maintenant imposées, contraintes, subies. Une activité subie, non rémunérée. Je crois que tout le monde a retrouvé l'esclavage.
Et il me reste une quatrième, une activité rémunérée, non choisie, imposée, contrainte. En sociologie, on va dire avec un lien de subordination. Comment on va appeler cette activité-là? Le travail. C'est le travail. Le travail, dans le champ des activités, c'est une activité spécifique, contrainte et rémunérée. Bon, voilà une première façon. On peut le dire de façon plus simple. C'est ce qu'avec mon ami Baptiste Milando, nous appelons la loi de Lucie. C'est quoi le travail? Le travail, c'est toute activité que j'accomplis alors que je préférais faire autre chose. Bref, c'est tout ce que je fais et je ne peux pas arrêter quand j'ai envie d'arrêter. Moi, par exemple, quand je faisais mon métier de professeur, je crois que j'ai toujours été surpris par la sonnerie. Je crois que je n'ai jamais travaillé du genre j'aimerais bien m'arrêter et je ne peux pas m'arrêter. C'était l'inverse. J'aurais bien aimé continuer et je dois m'arrêter. J'étais un privilégié, j'avais un métier. Donc voilà ce qu'il faut entendre par travail. Un ensemble d'activités. Alors, question, est-ce que... Alors, cette rémunération, maintenant, donc elle peut être salariale ou ça peut être le profit si je suis un auto-entrepreneur ou un entrepreneur, bon, une profession qu'on appelle libérale, ça ne change pas beaucoup. Voilà ce qu'il faut entendre par travail. Alors, est-ce que dans une société post-décroissance, il y aurait encore du travail? Alors, comment répondre à cette question? Demandons-nous si une façon de répondre serait de dire dans toute société, il y a toujours du travail, parce qu'il y a toujours eu du travail. Et dans toute société, non seulement il y a toujours eu du travail, mais ce travail a toujours été valorisé comme il est valorisé aujourd'hui depuis 2-3 siècles. On voit bien que ma formulation même sous-entend que non, toutes les sociétés n'ont pas valorisé le travail. Si on lit les comptes rendus, ethnologiques, si on lit les tentatives d'ethnologie préhistorique, ou si on lit ce merveilleux livre qui s'appelle Vapalagui, qui raconte la visite d'un sauvage des îles Tobriand de début du 19e siècle en Occident, il dit mais ils sont fous. Ils passent leur temps habillés, à faire des activités pour gagner quelque chose qui s'appelle de l'argent dont tout le monde n'a pas, alors que tout le monde le produit. Il faut voir la description qu'ils font. Vapalagui, c'est nous les Blancs. On est des fous. Non, la plupart des cultures et des civilisations dans lesquelles l'humanité s'est incarnée n'ont pas valorisé le travail. Et nous appartenons à une civilisation, la civilisation européenne, la civilisation moderne, la civilisation de croissance, qui valorise le travail. Là où rien n'aurait été plus injurieux que de travailler dans l'Antiquité ou dans l'aspect féodal pour un prêtre ou pour un noble, eh bien aujourd'hui, il n'y aurait que le travail qui fournit reconnaissance sociale. Il y a là tout simplement un plaidoyer mystificatoire de la part de la classe de la classe sociale, qui a cherché à se faire une place, précisément parce que sa richesse, elle l'obtenait par le travail, c'est la bourgeoisie. Il y a donc là une mystification bourgeoise en faveur du travail. Mais ça va plus loin, parce que cette mystification bourgeoise en faveur du travail, elle a été paradoxalement reprise, on va dire, par les mouvements qui, au XIXe siècle, ont contesté la société bourgeoise. C'est là où la bourgeoisie a réussi non seulement sa révolution au XVIIIe siècle en acquérant cette place, mais au XIXe siècle, elle réussit sa révolution en faisant en sorte que même ceux qui prétendent la critiquer reprennent ces catégories. Pour le dire autrement, le capital ne peut être valorisé que parce que ceux qui travaillent n'en profitent pas. Pour le dire autrement, il ne peut y avoir de confiscation de la valeur produite par l'activité que parce que certains s'approprient ce que tout le monde, de façon privilégiée et privée, ce qu'en réalité l'ensemble de la communauté a produit. Maintenant, évidemment, comme je l'ai expliqué dans un autre propos, toute idéologie avec sa fonction d'intégration et sa fonction d'estimation a une fonction de mystification, et toute l'idéologie bourgeoise est d'expliquer qu'en réalité, le travail est un formidable outil de reconnaissance sociale. Et là, honnêtement, ce que Serge Latouche appelle la décolonisation de l'imaginaire, il faudrait quand même la pratiquer, et elle n'est pas quand même très dure à pratiquer. Faut-il beaucoup d'imagination pour se dire que la vie peut être autre chose que se lever tous les matins pour aller travailler,
pour revenir le soir en étant fatigué, travailler pour avoir un salaire, quand on demande aux gens, et qu'est-ce que vous en faites du salaire? Ben, ils vivent, et le surplus, et bien on se repose. Et qu'est-ce que vous faites pendant le repos? Eh ben, on s'aperçoit que si le repos est un non-travail, on s'aperçoit que la plupart des gens travaillent pour se payer du non-travail. Ben, allez-y directement au non-travail, les gars. Et là, il y a quelque chose qui est une histoire de fou. Métro, boulot, dodo, ou comme disent les Parisiens, ou devraient dire les Parisiens, métro, boulot, bistrot. Aujourd'hui, paraît-il, s'ils ne peuvent pas faire la fête, s'ils ne vont pas au bistrot, le monde est sacrifié. C'est une vie totalement aliénée dans laquelle non seulement les activités de production sont aliénées, mais les activités même de repos et de récupération en vue de la production sont aliénées. Donc, il y a là effectivement un monde du travail qui est un monde complet, qui impérialise ou conquiert, je ne sais pas comment dire, colonise non seulement les activités de production, mais les activités de non-production. Et encore une fois, il faut bien comprendre que la valorisation du travail n'est que l'autre face d'une même pièce de monnaie. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'autre face de la même pièce de monnaie? Il y a le capital. Et donc quand il m'est arrivé de critiquer le travail et de me faire interrompre dans la salle par quelqu'un qui dit « vous critiquez le travail, mais vous oubliez de critiquer le capital », les bras nous en tombent. Comment ne s'est-il pas aperçu que la valorisation du travail est en réalité le processus par lequel le capitalisme valorise les moyens de sa domination sur la classe majoritaire, qui est la classe dominée et qui assure ainsi sa mystification de l'ordre social. Comment ne pas s'apercevoir de ça? À partir de ce moment-là, on ne peut pas espérer se libérer du capital sans se libérer du travail. Et c'est en ce sens-là que les décroissants, s'ils étaient cohérents, et s'ils voulaient aller jusqu'au bout de leur logique et de leur travail conceptuel, devraient systématiquement refuser toutes les variantes travaillistes d'une soi-disant sortie du capitalisme. Donc pour répondre à la question, est-ce qu'en régime post-décroissance, il y aurait encore du travail? Non. Il y aurait de l'activité. Il y aurait de l'activité. Oui, c'est un peu facile tout ça. Parce que... Alors il n'y aurait que de l'activité choisie? Il n'y aurait pas de rémunération? Il n'y aurait plus d'activité contrainte? Puisque le travail, c'est une activité contrainte, rémunérée. Donc les tâches pénibles, on les ferait gratuitement, bénévolement? On trouverait suffisamment de gens bénévoles pour accomplir les tâches ingrates? C'est là où c'est un petit peu plus compliqué et c'est là où on se met à juger comment une société gère sa violence interne quand on regarde non pas comment elle distribue les emplois les meilleurs, mais comment au contraire elle répartit les emplois les plus difficiles. C'est là où il faut juger d'une façon dont une société organise ses activités de production économique en se demandant qui accomplirait les tâches pénibles. C'est pourquoi il me semble que les décroissants, s'ils étaient cohérents, je reprends ma formule, ils devraient aller jusqu'au bout et, puisqu'ils refusent l'organisation par le travail, ils devraient refuser en réalité la désorganisation par le travail et proposer plutôt qu'une société organisée autour de la division du travail, penser plutôt une société articulée autour d'une organisation des activités. Et dans ces activités, on retrouverait bien sûr les tâches pénibles, mais on retrouverait aussi ces autres activités qui sont tellement méprisées dans la société bourgeoise et qui sont assignées aux femmes et qui sont les activités non pas de la production de la richesse marchande, mais les activités de la reproduction même de la vie en société à laquelle sont assignées les femmes aux tâches de soins, d'élever les enfants, de l'éducation et de faire le ménage sans oublier de faire la cuisine. À ce moment-là, il faudrait réenvisager ça. Comment ? En vivant sans ces tâches pénibles? Non, j'espère qu'on a bien compris, les décroissants ne sont pas des gens qui croient qu'ils vont vivre sans. Ce sont des gens qui vont vivre avec. Nous allons donc vivre avec des tâches pénibles. Nous allons vivre avec des activités qui ne sont en réalité choisies par personne. Je dis ça, il m'est arrivé quand même que quand je défends ce genre d'idée, des gens lèvent, la parole. J'ai même eu quelqu'un un jour qui dit « mais ma femme aime faire le ménage ». Bon. Sa femme, à côté, hochait la tête. Bon, nous sommes de toute évidence trop loin pour que nous puissions communiquer. Donc, passons à autre chose. C'est quand même trop difficile. La personne est aliénée et vit de façon sereine son aliénation. Eh bien, je ne m'en réjouis pas et je me dis que puisqu'elle vit de façon sereine son aliénation, elle vivra de façon encore plus sereine sa libération.
mais elle ne va pas l'entreprendre elle-même, mais nous allons l'y aider. Alors à ce moment-là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'une société post-décroissance ne serait pas une société de la division du travail, mais serait une société de l'organisation des activités de production économique et de reproduction sociale. Quels en seraient les principes? Je vais me contenter de les évoquer. 2 grands principes. Un premier principe, un principe de rotation, c'est-à-dire un principe de déspécialisation, de déprofessionnalisation. On n'interdirait pas à des gens d'avoir un métier, mais on permettrait à tout le monde de pouvoir l'exercer de temps en temps, c'est-à-dire sur les unités de production. Au lieu d'avoir une division du travail en intellectuel, manuel, tâches administratives, tâches de nettoyage, tâches de production, etc., on pourrait imaginer des rotations. Alors, cela ne se fait pas de façon mécanique, cela se fait par la négociation. On voit bien qu'on ne fait pas la même rotation dans une unité de production du savoir qui doit s'appeler une école que dans une unité de production maraîchère ou dans une unité de manufacturière. On voit bien ou un hôpital, on voit bien comment il va y avoir des nuances. Tout cela peut se faire par la discussion, le dialogue, la construction sociale, sur le principe de la coopération, un homme, une voix. Bon, on voit bien que là, il y a des pistes qui sont très largement déjà explorées et qu'on se contente juste aujourd'hui d'oublier de les généraliser ou on les met, dans des parcs de sauvegarde et on continue le monde économique de concurrence à côté. Donc un principe de rotation. Un deuxième principe, et là qui va complètement à l'opposé de la société de croissance, il faut donner dans nos organisations économiques, aussi bien donc de production de la richesse que dans l'organisation sociale de la reproduction de la société, un principe d'inefficacité. Nous devons réclamer un droit à l'inefficacité et à la déproductivité. C'est-à-dire nous devons accepter quelquefois de ne pas faire des économies d'échelle, parce que si nous faisions des économies d'échelle, nous passerions à une taille qui est inhumaine. Nous devons donner la préférence à ce qui a une taille humaine plutôt que sur ce qui a une efficacité économique. C'est véritablement ça, remettre l'humain au cœur de l'économie. Et dans ces cas-là, on remet l'humain au cœur de l'économie, on remet l'économie à sa place, qui est une toute petite place, accessoire. Appliqué aux tâches pénibles, on voit bien, par exemple, que dans toute unité où il faudra nettoyer, eh bien, tout le monde nettoiera. Chacun voit bien immédiatement, je dirais presque l'efficacité, même si ça ne sera pas très bien nettoyé. En réalité, il faut bien voir que si on fait nettoyer par des gens dont ce n'est pas le métier, ça sera moins bien nettoyé. Oui, mais comme dans cette unité, nettoieront ceux qui à un moment ne sont pas en position de nettoyeur, mais en position de salisseur, en réalité, on résoudra le problème non pas en aval, de façon curative, en nettoyant, mais tout simplement si on fait la rotation des tâches, alors ça sera peut-être moins bien nettoyé, mais on aura moins besoin de nettoyer, puisque tout salisseur sait qu'il sera un jour plus tard nettoyeur. Et dès que l'on se met à la place de l'autre, avec et pour l'autre, alors effectivement, on résout les problèmes. Et je pense que de la même façon, dans les récriminations ou dans les rapports à l'administration, dans les rapports de nettoyage, dans les rapports de production, dans les rapports de qualité, si on fait tourner les activités, alors effectivement, nous aurons moins de problèmes à résoudre en aval, parce que tout simplement, le fait de se mettre à la place de l'autre, anticipe la réduction des problèmes. Elle est bien, la dernière idée, hein? Oui. Je l'invente, là, hein? Mais j'aime bien l'histoire de... Oui, effectivement, ça sera peut-être moins bien nettoyé, mais ça sera